Place à notre Zoom du dimanche et il nous emmène en mer, enfin presque. Nous avons pu assister en exclusivité aux derniers préparatifs de la réouverture du musée de la Marine à Paris après 6 ans de travaux. Et vous allez voir qu'entrer dans ces murs, c'est comme embarquer à bord d'un navire pour un voyage dans l'histoire des marins. Sébastien Renouille, Noélie Claire et Antoine Pocry. Nous avions rendez-vous au pied d'un bâtiment aux allures de vaisseau. L'aile ouest du palais de Chaillot, édifié pour l'exposition universelle de 1878, bruissait de ces sons métalliques qui emplissent parfois la coque d'un navire avant de quitter le port. Suivant le pont, nos yeux découvraient une sorte d'aileron incurvé, le foil, qu'une équipe suspendait. Voilà, tu fais suivre la corde. Cet appendice permettant aux voiliers de course de voler au-dessus de l'eau était installé, un défi au temps, car ce musée de la Marine n'avait pas connu de rénovation depuis 70 ans. Instant suspendu pour Vincent Campredon, commissaire de la Marine, directeur du musée, épris du projet depuis plusieurs années. Je ne suis pas stressé, je n'ai pas d'inquiétude particulière, mais je suis concentré. Ça fait plus de 8 ans qu'on est en train de concevoir ce musée de demain, mais ce n'est pas tout à fait encore fini, ce n'est pas le moment de se relâcher. On a conçu ce grand musée maritime du XXIe siècle comme un bateau, et d'ailleurs le parcours s'appelle un voyage en mer. Aussitôt, nous étions comme happés par le souffle du vent, le grondement des brisants d'une vague exprimant la tempête. On est vraiment au creux d'une vague, comme si on était dans les 40e rugissants. On est au moment de faire ressentir ce qu'est la force de la mer, la force de l'élément. À l'intérieur, on est à la fois en danger, mais aussi, voilà, il y a une certaine sécurité qui fait qu'on connaît l'élément. Les peintres du 19e siècle avaient représenté cet étrange sentiment, comme ce coup de vent en rade d'Alger de Théodore Gudin. Cette toile de Joseph Vernet, le soir où la tempête que les conservateurs installent minutieusement. Y plongeant le regard, nous revoyons les images de l'abeille Liberté prête à secourir les marins. Les vagues de 10 mètres de haut de la tempête Kieran frappant jeudi dernier les côtes déchirées de Bretagne. La voix du capitaine du chalutier Lestran tentant de regagner le port avec ses hommes. Ils pensent à leur famille, tout ça, donc c'est normal. Hein. Moi, c'est pareil, hein, je pensais à ma famille. Il y a toujours un risque hein, que le bateau se renverse ou qu'il y a une déferlante qui arrive, que ça touche le bateau et que le bateau se relève pas. Dans la salle des tempêtes, le musée présente un symbole. Voilà. Là, on le voit de face. La Pérouse, choisi en 1785 pour diriger une expédition et commander la frégate La Boussole durant 4 années de périple. La Pérouse est un des héros de notre histoire. C'est de la grande histoire de France, c'est de la grande histoire maritime. La Pérouse a été choisie par Louis XVI pour sa capacité à rencontrer les autres peuples, à raconter la France et à redécouvrir le monde. Mais avec les 17 scientifiques qui l'accompagnent, il disparaît dans le Pacifique. C'est presque le mystère unique dans l'histoire maritime de la France. Qu'est devenu Michel de la Pérouse? On dit souvent d'ailleurs que Louis XVI, en montant sur l'échafaud, de demander « A-t-on des nouvelles de Michel de la Pérouse ?» Durant près de 2 siècles, les campagnes de recherche se succèdent. Certains objets sont découverts, comme cet élément d'optique, ces pièces de monnaie, cette monture d'épée ou encore ce petit canon. Comme par instinct, nous sommes conduits vers un objet brillant. C'est la lentille du phare d'Ourtin dans les années 50. Elle culminait à 27 mètres. Quand on est au milieu de la mer, moi qui suis marin, quand on ne voit plus la côte et qu'on voit le phare au loin, ça y est, on se retrouve, on sait où on est, on sait où on va. La direction donnée pour ce musée fut d'ouvrir l'espace du sol au plafond, faire entrer la lumière. On a totalement ouvert les espaces, on a enlevé tous les murs, on a enlevé tous les étages pour redonner cette dimension extraordinaire. On le voit bien quand on voit cette voûte extraordinaire qui a été refaite et l'ensemble des différents espaces. Et on a redécouvert des choses. Les architectes ont ainsi mis au jour des salles jamais exploitées depuis la création du musée en 1943. Et on va se retrouver ici sous le château arrière de la Réal. Donc ça, c'est le scénographe qui va mettre en place ce château arrière. Mise en valeur
Le château arrière, le voici. Nous irons l'explorer plus tard. En bon marin, Et je regarde devant, hein. Vincent Campredon conserve le cap pour nous montrer la pièce qui l'impressionne le plus. C'est une de mes préférées. C'est Napoléon, une figure de proue de Napoléon qui était sur un bateau au XIXe siècle qui s'appelait le Iéna, en l'honneur justement de cette grande victoire terrestre de Napoléon. Un Napoléon en empereur romain de 3 mètres de haut. Ces figures de proue étaient un message politique. Elles démontraient la puissance de leur commanditaire. Jouxtant le buste d'Henri IV, celui d'un fier Gaulois dévoile une histoire singulière. Alors il a une destinée extraordinaire parce que c'était au départ une femme. En fait, une figure de déesse que le charpentier du cuirassé Brémus affubla d'un casque et d'une barbe pour la rendre martiale. En contrebas, la maquette de la Réale, galère de Louis XIV, et son château arrière, original. Durant sa restauration, les conservateurs ont retrouvé les teintes exactes qui ornaient ce navire d'apparat. De quoi embrasser l'histoire de la marine et nourrir une passion. Et moi qui suis marin dans l'âme, qui suis marin dans le sang, c'était un sentiment d'abord de chance unique de pouvoir faire ça et ensuite me dire voilà, c'est une occasion exceptionnelle de transmettre cette passion qui m'anime et qui me fait vivre. S'approcher du Royal Louis, ici installé après restauration, permet de comprendre l'attachement viscéral des marins à leur embarcation. Modèle d'instruction, cette très grande maquette de 5 mètres de long pouvait s'incliner un peu comme nos actuels simulateurs de vol. Son entretien est comparable à celui d'un navire en service. Il arrive régulièrement que ces matériaux s'altèrent et perdent de leur cohésion mécanique et finissent par se rompre et disparaître. Aussi, les restauratrices ont-elles appris les nœuds marins et la pose des accastillages. Notre voyage se poursuit sous le regard d'un homme, le cardinal de Richelieu. En 1624, il développa la marine de guerre française afin d'en faire une force permanente. Parmi les milliers de maquettes accumulées depuis des siècles, il a fallu choisir celle qui brosserait le portrait d'une flotte en évolution. Après des années à naviguer, Vincent Campredon a-t-il un modèle plus cher à son cœur ? C'est une question difficile que vous me posez parce qu'on a choisi chacune des 1000 pièces, des 1000 objets historiques qu'on montre dans ce musée. Alors après, j'ai quelques préférés, évidemment. Comme cette première frégate cuirassée de 1859, la Gloire, rapide malgré son poids, copiée par toutes les puissances navales, 20 ans d'avance sur son époque. Je vous laisse imaginer 12 cm, ça, d'épaisseur de fer au-dessus du bois, parce qu'il fallait se protéger des boulets qui sont devenus des obus. En 400 ans, les progrès technologiques ont permis de constituer une flotte de guerre plus performante et dissuasive. Le porte-avions nucléaire Charles de Gaulle sortait des bassins toulonnais le 22 octobre dernier, après 5 mois d'entretien en cale sèche. Nous le survolons du regard et détaillons les 16 avions de combat qu'il peut transporter en mission grâce à ses 83 000 chevaux. Mais la marine continue d'évoluer et le musée n'est pas figé. Ce qu'on voit là aujourd'hui, eh bien peut-être que dans un an ou deux, on va pouvoir changer les maquettes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, on revient à la voile. C'est quand même extraordinaire. On revient à ce mode de propulsion historique qu'étaient les bateaux, l'ensemble des bateaux du monde. C'est le cas de ce cargo hybride, le Canopée, baptisé à Bordeaux le mois dernier. Des voiles comme des ailes inspirées par les courses au large, 30 à 40% d'économie de carburant. C'est pas encore dans la marine de guerre parce qu'il lui faut une souplesse d'emploi, mais peut-être que ça viendra un jour. En tout cas, c'est extraordinaire de revenir à la voile. Voilà, la puissance du vent. Quand on est marin, on aime le vent qui fouette le visage. Et ça me manque quand je suis à terre. Ça me manque. Ce soir-là, le directeur empruntait l'escalier comme pour monter sur le pont d'un navire en plein vent.
Tel un mât dressé, la tour Eiffel veillait sur le musée, attendant son appareillage.